Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Les titres donc de l'actualité. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités à Dakar. Les représentants des Comores, du Nicaragua, du Cap-Vert et de la Malaisie ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État. Les accords de partenariat économique avec l'Union européenne offrent de nouvelles perspectives de développement à l'Afrique. C'est la conviction du ministre du Commerce, Alioune Sarr, a présidé ce matin la réunion ministérielle du comité de suivi des APE. 1000 milliards de francs CFA pour le Sahel, c'est le montant du plan humanitaire lancé par les Nations Unies, un plan qui vise à assister 15 millions de personnes dans 8 pays d'Afrique. Et puis suite de notre série de reportages sur la Chine, ce soir zoom sur les sites historiques et touristiques de l'Empire du Milieu et focus sur l'acupuncture, une technique de soins sanitaires bien pratiquée à Dakar. Le président de la République, je vous le disais en titre, a reçu ce lundi des ministres. Donc, parlons d'abord des lettres de créance que le président de la République a reçues des ambassadeurs du Nicaragua, des Comores, du Cap-Vert, de la Malaisie. Des diplomates nouvellement accrédités à Dakar ont présenté au président de la République leur feuille de route à Aboubakry Kane. Douglas Guerrero est le nouvel ambassadeur du Nicaragua au Sénégal. Diplômé de l'Institut de Management de Barcelone, il est expert dans l'industrie alimentaire internationale. Il a été chef de mission de l'étude sur les investissements en Afrique de l'Ouest, mais aussi chargé des questions de développement aux États-Unis, en Afrique et en Amérique latine. Avant d'être nommé ambassadeur, Douglas Guerrero était directeur du programme pour la sécurité alimentaire et environnementale. Les Comores ont aussi un nouvel ambassadeur à Dakar. Les honneurs vous sont rendus par un détachement de la garde présidentielle commandé par le lieutenant Assoudine Abdallah est diplômé en radio et télévision. Après avoir été conseiller en communication à la présidence de 2008 à 2009, il rejoint en 2010 l'antenne d'Anjouan de l'ORTC comme journaliste encadreur. Né en 1960 à Umramani, le nouvel ambassadeur de l'Union des Comores au Sénégal est marié et père de 3 enfants. À la suite de Assoudine Abdallah, César Augusto André Montero, nouvel ambassadeur du Cabo Verde, est venu aussi présenter ses lettres de créance au président de la République. Diplomate de carrière, il a été entre autres consul du Cap-Vert à Rome, chargé d'affaires à La Havane, conseiller à la Commission nationale des élections, directeur général de l'immigration et services consulaires. Le nouvel ambassadeur du Cabo Verde a également un doctorat en sociologie. Autre diplomate venu présenter ses lettres de créance au président de la République, Sharina Abdullah, nouvel ambassadeur de la Malaisie au Sénégal. Née en 1970 à Selangor, elle a eu une licence en psychologie avant d'intégrer le service administratif et diplomatique de la Malaisie en 1994. Depuis 2011, Mme Sharina Abdullah était sous-secrétaire à la division Asie du Sud et Asie centrale au ministère des Affaires étrangères avant d'être nommée ambassadeur de la Malaisie au Sénégal. Le président de la République a reçu ce lundi des ministres en charge des finances ou de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État et le superviseur politique des négociations sur les accords de partenariat économique entre la sous-région et l'Union européenne. Son rôle dans le processus qui a abouti au compromis a été vivement salué par les négociateurs en chef, entre autres acquis la suppression de la subvention à l'exploitation vers l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'offre d'accès au marché de la zone à Aboubakry Kane. Après la remise au chef de l'État du document de compromis entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne sur les APE, cette rencontre consacre un échange avec des ministres de la zone.
Un examen du projet d'accord pour prévalidation du résultat obtenu grâce à la supervision politique du chef de l'État. Un engagement salué par les négociateurs en chef de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la commission CEDEAO a rendu hommage au président Macky Sall pour le leadership qu'il a donné aux négociations. Depuis votre désignation par vos pairs, vous nous avez donné le cadrage politique et vous avez favorisé et entrepris le dialogue politique au plus haut niveau avec la partie européenne, ce qui a grandement facilité notre travail en tant que négociateur en chef. L'accord auquel nous sommes parvenus au niveau des négociateurs en chef, nous pensons qu'il s'agit d'un accord qui préserve l'essentiel pour notre région, qui favorise son intégration régionale, qui favorise son ouverture vers le reste du monde et également qui préserve nos intérêts vitaux dans la mesure où les exclusions concernant les produits que nous estimons comme les plus sensibles ne seront pas libéralisés. Et les autres le seront sur une période de 20 ans. Un accord donc équilibré et acceptable pour la région. Au nom de ses pairs du comité ministériel de suivi des négociations, le ministre ivoirien s'est également félicité de la démarche du président, désigné il y a seulement quelques mois pour superviser les négociations. Nous sommes au bout des négociations. Les résultats sont probants et nous le devons à votre engagement personnel, à votre opiniâtreté. Et grâce à vous et avec les orientations que vous avez données à nos négociateurs, l'intégration africaine vient de franchir un pas extrêmement important. Au lieu d'aller en ordre dispersé comme cela a été le cas ces dernières années, nous avons privilégié la solidarité, l'union et ce qui fait la force de la CEDEAO. Le processus de négociation avait démarré depuis 2002, mais il a été miné par quelques points d'achoppement. Le chef de l'État est ainsi revenu sur des avancées essentielles de cet accord, notamment l'offre d'accès au marché de l'Afrique de l'Ouest. À la rencontre de Praia, vous aviez recommandé les 75%. L'Union européenne réclamait 80%. Finalement, elle s'est alignée à 75% sur une période de transition de 20 ans. Le second point essentiel, c'était l'accord sur la clause de la nation la plus favorisée. Et à ce niveau, je crois que l'Afrique a préservé en fait ses intérêts vitaux par rapport à ses partenaires et surtout par rapport à l'ensemble des pays africains. S'agissant des subventions, l'Union européenne a accepté maintenant de ne plus recourir aux subventions à l'exportation vers les produits agricoles destinés à la zone ECOWAS. Et ça, quand même, c'est une avancée aussi très, très significative. Le PAPED, le montant maintenu reste 6,5 milliards d'euros, mais avec un accord sur nos centres d'intérêt à nous, donc nos préférences et nos zones de concentration, à savoir les infrastructures, l'énergie, un peu l'agriculture. D'importants engagements sont donc pris par l'Union européenne. Un pas positif est ainsi franchi dans le processus de négociation avec à la clé toute la transparence qu'il fallait. Nous devons tous veiller à ce que le processus engagé reste un processus ouvert et transparent, afin que tous les acteurs, que ce soit les États, la société civile africaine, les populations, que tout le monde se sente à l'aise. Il n'y a absolument rien de secret, ça doit être transparent et ouvert. Et ça, nous le devons à nos populations, nous le devons également à nos sociétés civiles et de façon générale à l'opinion. Cette rencontre précède la conférence des ministres. Le projet d'accord entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne devrait être validé le mois prochain à Yamoussoukro. Aboubakry Kane, Dakar a justement abrité ce matin la réunion ministérielle du comité de suivi des APE. Cette instance de la CEDEAO précède la validation par les chefs d'État des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Les travaux ont été présidés par Alioune Sarr, le ministre sénégalais en charge du commerce, et son collègue ivoirien chargé de l'intégration africaine étaient présents. Les présidents de la commission de la CEDEAO et de l'UEMOA, compte rendu
Alassane Diédiou. La présente réunion du comité ministériel de suivi des APE constitue une étape décisive du passage des accords paritaires à un véritable accord de partenariat entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. L'aboutissement de ce processus vieux de 10 ans est sous-tendu par un compromis dynamique. À savoir l'offre d'accès au marché, la clause de la nation la plus favorisée, la clause de non-exécution, les règles d'origine, la clause union douanière et le financement du PAPET. Le passage d'un accord paritaire à des accords de partenariat a été marqué du sceau du consensus obtenu par les négociateurs en chef que sont les présidents de commission de l'UEMOA et de la CEDEAO. Sous ce rapport, la seule préoccupation mise en avant a été la sauvegarde des intérêts majeurs des pays de notre région. Je voudrais rassurer nos citoyens de la CEDEAO que les négociateurs en chef qui ont été mandatés pour négocier en leur nom assurent une totale transparence de ces négociations. Nous avons analysé nos intérêts offensifs et défensifs avant de proposer l'offre d'accès au marché à l'Union européenne. La région Afrique de l'Ouest a défendu sans complexe et avec professionnalisme les intérêts commerciaux de la région, tout en amenant nos partenaires européens à prendre en compte l'asymétrie importante existant entre les économies des deux régions. On se le rappelle face à l'impasse dans laquelle s'étaient enlisées les négociations et son corollaire, la menace de partition de la CEDEAO suite aux accords intérimaires conclus par 2 États membres. Les chefs d'État avaient confié le suivi du dossier au président Macky Sall lors du sommet extraordinaire tenu à Dakar le 25 octobre 2013. L'implication personnelle du chef de l'État a été appréciée à sa juste valeur. Nous devons ces résultats au superviseur politique, le président Macky Sall, auquel je voudrais en votre nom rendre hommage. Le président Macky Sall a réussi, au-delà de toute attente, en moins de 3 mois, un véritable tour de force. Au sortir de cette réunion du comité ministériel du suivi des APE, il reviendra en dernier ressort à la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO de valider les conclusions des experts du comité de suivi. La conclusion attendue des accords de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne laisse entrevoir des perspectives prometteuses de développement économique. Cependant, dans la région, une partie de l'opinion parmi les acteurs économiques nourrit des craintes par rapport à l'ouverture des barrières douanières et commerciales. Sur ce point, le ministre Alioune Sarr s'est montré rassurant. Nous l'écoutons. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Parce que vous savez que les accords de partenariat économique sont des accords qui lient le commerce et le développement. Si vous regardez les chiffres du commerce entre le Sénégal et l'Union européenne, pour donner un exemple, entre 2002 et 2008, nous sommes passés de 228 milliards d'exportations vers l'Union européenne à 142 milliards. Cela veut dire que non seulement le volume de nos exportations baisse, mais également la cible des produits qui sont concernés se réduit. Il fallait changer. Ce qu'il fallait changer, c'était essentiellement construire un développement qui va favoriser la croissance, qui va favoriser la compétitivité des produits, qui va favoriser le développement de l'offre et qui va également fortement favoriser l'intégration sous-régionale. C'est pourquoi l'accord auquel les négociateurs en chef, sous la supervision du président Macky Sall, ont abouti, extrêmement important. Et l'exportant important à plusieurs titres. Tout d'abord, cet accord préserve l'intégration sous-régionale. Cela veut dire simplement que les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie vont avoir un seul et même accord de négociation, de discussion avec l'Union européenne. C'était important parce que vous savez que la Côte d'Ivoire avait signé un accord intérimaire, le Ghana avait signé un accord intérimaire et donc on était pratiquement à une fragmentation de la sous-région. Donc le premier point, le premier atout important de cet accord, c'est d'abord l'intégration sous-régionale. Autre aspect de l'actualité nationale, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance s'est rendu à Kédougou. Sur place, Antassar a remis aux femmes de la région des notifications de financement. Au total, 120 projets vont être accompagnés pour un financement de 55 millions de francs CFA. Le ministre a aussi exhorté les femmes de Kédougou à une gestion rationnelle des ressources. Abdoulaye Sinkare.
C'est dans une belle ambiance que les femmes de Kédougou ont accueilli Anta Sarr, leurs produits fièrement étalés. Du miel au fognon en passant par les fruits, tout se transforme. Sur ces tables, il y a tout ce que nous faisons en matière de transformation. Nous sommes également dans l'agriculture. Nous produisons beaucoup de choses, ce qui nous vaut d'ailleurs l'appellation de femmes rurales. Pour apporter de l'eau au moulin de ces braves dames, le ministre de la Femme vient leur remettre des financements pour 120 projets. 67 pour Kédougou, 40 pour Salémata et 13 pour Saraya. Mon département a pris en charge l'urgente nécessité d'accompagner les femmes dans les activités entrepreneuriales, les activités génératrices de revenus et toute autre activité de création de richesses durables. Pour accompagner le volet de financement, le ministère avait mis à la disposition des organisations féminines de la région de Kédougou en octobre 2013 un lot d'équipements d'allègement composé de 36 moulins avec un quota de 12 moulins par département. Un important programme de formation et de renforcement des capacités sera mis en place pour aider ces femmes à bien gérer les ressources. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a visité le centre des artisans de la communauté rurale de Meouane, région de Thiès. Sur place, Mamadou Talla s'est dit satisfait du travail accompli. Il a exprimé la volonté du chef de l'État à accompagner ces populations pour l'écoulement de leurs produits à l'étranger. Des attestations ont été remises aux apprenants. Ibrahim Diédiou. À Sinkan, village de la communauté rurale de Meouane, région de Thiès, l'artisanat est en phase de devenir un secteur pourvoyeur d'emplois. Des sacs, des paniers, des chaussures et autres objets d'art confectionnés par les populations locales, il en est ainsi pour la transformation des céréales. Un résultat rendu possible grâce à l'appui de l'État. Pour constater de visu les talents de ces artisans, le ministre de tutelle a rendu visite à ces derniers. La formation est une très bonne chose dans la vie. Nous sommes très contents d'être formés dans différents domaines. Donc nous ne pouvons que remercier les autorités. Avec le ministre Mamadou Talla, nous avons une mission qui nous a confiée l'APDA et Rafet Nadjouf pour chercher à promouvoir l'artisanat sénégalais vers l'extérieur. Le savoir-faire de ces artisans magnifiés satisfait des autorités. D'abord, on voudrait donc faire une production, mais on s'est dit qu'il fallait d'abord former les artisans en gestion des entreprises, mais aussi en technique de transformation. Non seulement ils font des produits de haute facture, mais que c'est d'autres personnes qui s'organisent, qui font tout pour les exporter. Nous, notre ambition, ce n'est pas du tout ça. C'est d'abord de les organiser ici pour partir donc d'un atelier, aller vers une entreprise artisanale, pour qu'eux-mêmes qu'ils puissent confectionner, fabriquer, réaliser, mais exporter, assurer toute la commercialisation. C'est là qu'on créera beaucoup d'emplois. La première boutique va s'installer donc au Canada, mais il y en aura d'autres encore, comme les Marocains sont en train de le faire, les Tunisiens sont en train de le faire. Nous avons des artisans expérimentés qui font un excellent travail. Il fallait tout simplement les organiser et les former, et c'est ça notre mission. À cette journée, plusieurs villages environnants ont pris part. Des attestations sont remises aux différents apprenants de ce centre. Pour finir, le ministre a exprimé son engagement à construire la clôture de l'édifice. Grâce aux cantines scolaires mises en place par le programme alimentaire mondial, dans certaines localités, les taux de scolarisation et de réussite se sont nettement améliorés. C'est le cas à Mankobampa, une localité de la région de Sédhiou, où s'est rendu l'ambassadeur du Canada. Ce pays est l'un des principaux partenaires du PAM dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. Bachir Ba. Le programme d'appui au développement économique de la Casamance PADEC est sur le point de boucler sa 3e année de mise en œuvre. Le bailleur, par l'intermédiaire de son ambassadeur, vient s'enquérir de la situation. À Ziguinchor, le GIE Kandjibou, constitué d'une vingtaine de femmes travaillant jadis avec des moyens rudimentaires, exhibe ce qui fait sa fierté. Quand on a commencé la transformation, chaque femme amenait sa casserole ou une bassine ou un couteau pour pouvoir faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne l'unité. Plus de 24 millions de francs CFA ont été injectés. À Kolda, le diplomate a inauguré une unité de transformation des fruits. Le quartier Sikilo a l'honneur d'abriter la structure.
Mangue, papaye, tamarin et pain de singe, entre autres, sont traités ici. 21 unités de transformation et de conditionnement, plus 4 magasins de stockage de noix brutes d'Anakar. Et ces 21 unités, il y a 10 qui sont sur la mangue et les fruits forestiers, dont le modèle est celui que nous venons tout juste d'inaugurer aujourd'hui. Les responsables du PADEC, les autorités et leurs hôtes ont aussi inauguré l'unité de traitement et de conditionnement de miel. Ces femmes peules ont délaissé leurs vaches pour les abeilles. Des fois, c'est pour ça que le miel restait des années sans être récolté parce qu'ils ne trouvaient pas où vendre. Se promener dans le marché, ils avaient le même problème que nous, les femmes qui faisaient le lait. Et actuellement, bon, donc c'est un problème qui va être résolu. On a pu voir l'équipement, on a pu voir la méthode de travail et je pense que c'est très moderne. Et déjà, ils sont à la conquête non seulement du marché local, mais également du marché national et on espère très bientôt qu'ils pourront exporter. Je félicite les groupements, notamment les groupements féminins, mais également tous les producteurs qui, comme ça, peuvent se développer et donc amener une plus-value à la région. C'est un partenaire satisfait qui a séjourné dans la zone sud du pays. Partout, les populations lui ont exprimé leur joie et partout, il a vu et goûté aux fruits de la coopération. Une coopération que toutes les parties veulent pérenne. Vous avez plutôt suivi la visite du PADEC au groupement féminin du Sud. 2 milliards de dollars, soit 1000 milliards de francs CFA pour 2014, c'est le montant à mobiliser pour assister plus de 15 millions de personnes au Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. C'est dans le cadre du plan humanitaire pour le Sahel lancé par les Nations Unies à Dakar. Salut Sek. Selon une étude des Nations Unies, la situation humanitaire dans le Sahel est restée extrêmement fragile en 2013. Cette année encore, des centaines de milliers de familles vivent dans la précarité. Pour réduire le nombre de personnes en besoin d'urgence, l'ONU lance un plan de réponse humanitaire pour le Sahel. Il faut que nous sauvons les vies de personnes qui sont dans une situation d'urgence aujourd'hui. Priorité numéro 1, toujours pour les humanitaires, c'est ce travail de secours. Mais deuxièmement, nous voulons vraiment faire notre meilleur pour assurer qu'il y a moins de besoins en 2015, en 2016. Donc au même temps qu'on travaille avec les besoins d'aujourd'hui, on fait vraiment un grand effort pour baisser les besoins de demain. Le plan met l'accent sur des partenariats solides entre les acteurs humanitaires, les gouvernements et les acteurs de développement. La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel traduit la volonté de la communauté internationale d'apporter une réponse coordonnée de la part des acteurs régionaux et internationaux aux différentes crises qui secouent la région du Sahel. La stratégie s'appuie sur le postulat qu'il n'y a pas de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement. Elle s'articule ainsi autour des 3 piliers que sont la gouvernance, la sécurité et la résilience. Le plan de réponse humanitaire pour le Sahel a été lancé officiellement le 3 février dernier à Rome. Déjà, des bailleurs de fonds comme les États-Unis et l'Union européenne se sont engagés à verser un montant initial de 300 millions de dollars. Le baromètre des médias africains a présenté son rapport ce samedi. Il s'agit d'une photographie de l'environnement médiatique sur le continent africain. Le document est réalisé avec le concours de la Fondation Frédéric Ebert, compte rendu par Djibril Fall. Ce rapport est le produit d'un atelier d'auto-évaluation effectué par un panel de 13 experts. La Fondation Frédéric Ebert s'efforce pour que tous les acteurs y prennent part. Il y a toujours des complaintes que le gouvernement n'est pas vraiment bien représenté. Je vous jure qu'ils ont aussi analysé la composition du groupe. Vous avez constaté qu'ils ont indirectement toujours des membres du panel qui, d'une manière ou d'une autre, représentent aussi les opinions et les points de vue du gouvernement. Globalement, la liberté d'expression est effective au Sénégal. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être faits selon les panélistes. Globalement, le baromètre tente à penser qu'il y a certes des limites, mais en général, le cadre législatif et le cadre réglementaire sont en place. Il y a des lois, il y a des textes réglementaires qui donnent des droits, qui veillent à ce que ces droits soient respectés
les autorités magnifient la production d'un tel rapport qui pourrait aider à une meilleure prise de décision, elles n'ont pas manqué aussi de formuler des recommandations. C'est très bon, de temps en temps, de s'arrêter, de faire le bilan de ce qu'on a fait. Parce que là, ça nous permet quand même d'avoir, même si on ne peut pas être d'accord sur tout, mais d'avoir une photographie panoramique de la situation, de l'environnement de la presse au Sénégal ces 2 dernières années. Maintenant, on va s'asseoir, discuter et voir ce que nous pouvons faire pour améliorer certaines choses. Premièrement, la question fondamentale, c'est qu'il est nécessaire qu'on s'assoie, qu'on discute de la pratique du journalisme au Sénégal. Je crois que même vous, les journalistes, vous êtes d'accord avec qu'on précise les choses. Ensuite, il y a une nécessité aussi d'adopter le nouveau code de la presse. L'étude montre que le nouveau code de la presse pourrait apporter des avancées substantielles à l'environnement des médias. Le rapport relève la presque inexistence des données scientifiques dans ce secteur. Les panélistes préconisent le renforcement des structures de recherche et d'orienter les centres d'intérêt dans les écoles de formation des journalistes. Le ministre de la Communication en visite dans les locaux de la RTS en Casamance ce matin, Cheikh Abiboulaye Dieye, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à la station régionale de Kolda et au centre émetteur de Sédhiou, des sites qui vont recevoir des équipements de la chaîne RTS 4. Nous y reviendrons avec le reportage de Eric Nimadi. L'agriculture, un secteur clé dans le développement de la vallée du fleuve Sénégal, à Ganguel dans la région de Matam. La plupart des populations s'adonnent à cette activité. Cependant, les agriculteurs sont confrontés à un déficit de matériel lié notamment au pompage et à l'irrigation. Mansour Sow nous plonge au cœur de cette zone agro-silvopastorale. Situé dans la zone agro-silvopastorale, Ganguel-Soulé regorge de potentialités économiques considérables. Le fleuve et les vastes étendues de terre du Wallo constituent une aubaine pour les populations. Elles sont en majeure partie agriculteurs. Nous ne vivons que de l'agriculture et de l'élevage. Vous voyez partout, il n'y a que des champs. De chaque côté. Donc du pluie et du décru, de l'arrosage, tout, on vit que de l'agriculture. Nous cultivons du tout. Bon, il y a ce champ que vous voyez ici, le champ de maraîchage. Et l'autre champ, c'est le champ de maïs. Et nous venons de récolter notre champ de riz il n'y a pas longtemps. Bon, donc on cultive du tout, il y a de patates, il y a de tout. De retour au Bercail après avoir passé des années à l'étranger, et ce petit-fils de Cheikh Moussa Kamara s'est résolument tourné vers l'agriculture et l'élevage. Ces deux activités sont devenues ses principaux centres d'intérêt. Il n'y a pas d'autres ressources. Nous pouvons que cultiver et s'y vivre. La population fortement rurale s'active dans l'agriculture. Les nombreux migrants ont contribué depuis les grandes villes ou l'Europe à améliorer le quotidien des familles restées au village. Cependant, ils participent peu à des investissements productifs. Aujourd'hui, ces paysans nous demandent qu'un coup de pouce pour réaliser le projet. On a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas assez de machines, on n'a pas assez d'engrais et de tout ce qui va avec l'agriculture. Nous cultivons avec les moyens de bord. Cette année, ça n'a pas plu. Bon, il n'y a pas d'herbe. Nous ne savons pas comment parvenir à les élever jusqu'à la pluie prochaine. La machine est trop faible pour arroser les champs. Il nous arrive des fois de rester 10 jours sans eau. Nous demandons vraiment l'appui de l'État et des bailleurs. Avec son fort potentiel agricole, Ganguel-Soulé peine toujours à décoller. La construction d'ouvrages de désenclavement ainsi que la mise en œuvre d'une politique dynamique d'aménagement du territoire pourrait contribuer à l'émergence de ce village.
Nous quittons le nord pour l'est du pays. À Tambacounda, en quelques mois, plusieurs malades mentaux ont été tués. Une situation déplorée par les autorités. Pour traquer le ou les malfaiteurs, la police et la gendarmerie ont fédéré leurs forces. Depuis quelques jours, des opérations de sécurisation ont été menées. Tchouroudia. La situation devient dramatique à Tambacounda. 5 meurtres en quelques mois. La première victime était retrouvée dans un bassin devant une maison en construction. La seconde, Aïssatou, la trentaine, a été violée et sauvagement tuée. La victime ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Depuis lors, les meurtres sur les personnes vivant avec un handicap mental ne cessent de se succéder. C'est une situation extrêmement grave. Il faut que nous sachions que nous sommes des humains. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu est seul habilité à ôter la vie. Maintenant, si des individus, pour des raisons inavouées, des raisons vraiment que nous ignorons, se livrent à ce carnage macabre, nous ne pouvons que le regretter. L'auteur ou les auteurs de ces meurtres en série ciblent les malades mentaux. Après son acte barbare, le criminel ampute sa victime d'un de ses membres ou organes. Tambacounda n'a jamais connu ces actes de cette nature. Je suis né ici, mais c'est la première fois que j'assiste à des scènes aussi macabres. Nous sommes inquiets et je crains qu'après les malades mentaux, qu'on s'en prenne à nous. Choqué et très remonté, le président de l'association pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux s'est rendu à Tambacounda pour prier à la mémoire des disparus. Il a profité de l'occasion pour porter plainte contre X. Il faut que le centre de Djinkori soit restauré, qu'on y envoie du personnel et que tous les moyens soient mis en œuvre pour que ce centre soit fonctionnel. Je crois que c'est extrêmement important. Ça nous permettra vraiment d'orienter tous ces malades mentaux qui errent vraiment en ville et qui sont malheureusement l'objet des crimes. Des mesures de sécurité ont été prises dans la nuit du vendredi au samedi. Des opérations ont permis de traquer les délinquants jusque dans leur dernier retranchement. On ne va plus les lâcher. C'est terminé. Aujourd'hui, on va installer la peur dans le camp de ces individus-là. Et partout ils seront traqués. Dans la région orientale, les malades mentaux errent et dorment à la belle étoile. Selon les autorités locales, administratives et religieuses, ce problème doit être résolu pour permettre à cette couche vulnérable de vivre en paix et dans la sécurité. D'ailleurs, l'association des imams et oulémas organise une journée de prière pour le retour de la paix et la tranquillité dans cette partie du pays. Nous en venons à notre série de reportages sur la Chine. C'est un prélude à la visite du chef de l'État, Macky Sall, donc, qui doit se rendre dans ce pays. Dans le cadre de sa politique de réforme et d'ouverture, la Chine est en train d'explorer toutes les voies menant au développement. Le pays a su valoriser son important patrimoine immatériel. La Grande Muraille et la Cité interdite sont des éléments majeurs de ce patrimoine. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Oumou Baldé qui a visité la Chine en 2009. La Chine est l'une des civilisations les plus anciennes au monde, un héritage que les autorités ont su mettre en exergue en ces périodes de changement. Les pratiques anciennes ont été revalorisées, plusieurs symboles historiques ont subi des rénovations. La cité interdite, un espace jadis formellement interdit au public, est aujourd'hui grandement ouvert aux touristes. Une situation favorable à leur arrivée massive. La Grande Muraille, un monument incontournable pour les visiteurs. Il les accueille en toute saison. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la Grande Muraille de Chine. Aujourd'hui, c'est un rêve que je réalise en venant ici. This is my wife Haruka. Je suis avec mon épouse, c'est notre première visite ici. L'endroit est vraiment romantique. En plus, la Grande Muraille démontre la richesse historique de la Chine. En dehors des sites historiques, les pratiques anciennes font aussi la force de la Chine. L'opéra de Pékin, pas comme les autres. C'est vraiment un art complet et compliqué à la fois. Car pour interpréter dans une pièce, il faut savoir chanter, danser et pratiquer les arts martiaux. Donc, il faut remplir tous ces critères.
voyez-vous. Cet art est considéré comme le plus populaire en Chine. Il remonte à des siècles. Même au-delà de la saison touristique, l'opéra de Pékin continue de drainer des foules dans les salles de théâtre de Beijing. À côté des prestations des artistes, d'autres astuces sont proposées aux passionnés, comme cette façon à nul autre pareil de servir le thé. La Chine est connue pour son modèle économique, mais elle s'illustre également dans le domaine de la médecine. L'Empire du Milieu est célèbre pour sa médecine traditionnelle marquée par la pharmacopée, les rituels et l'acupuncture. Cette dernière est empruntée par la médecine moderne comme traitement d'appoint. À l'hôpital de Pékin, le reportage de Maïmounassi. Avec du coton imbibé d'alcool, Dr Sarr désinfecte les parties à poncturer. D'un geste habile, il plante l'aiguille en suivant un tracé bien défini appelé méridien dans la médecine chinoise. Nous sommes au service de kinésithérapie de l'hôpital de Pékin. Ici, tout se fait minutieusement. Le malade doit être détendu et les aiguilles pointées en respectant la direction et la profondeur. Chaque aiguille a une signification. Ici, c'est au niveau des deux genoux, où elle associe points. Donc, des acupoints, de mettre les aiguilles. Il y a une profondeur, il y a une orientation à mettre. Donc, non seulement ça aide à renforcer, mais sa signification, c'est surtout le fait de réguler le système sanguin. Ça ne veut pas dire que le malade qui est hémiparésique, donc on lui fait ça uniquement. L'acupuncture couvre beaucoup de domaines aussi. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les malades qui ont des troubles neurologiques. Cette séance, qui peut durer entre 10 à 30 minutes, s'appelle électroacupuncture. L'élaboration de cette méthode traditionnelle chinoise remonterait à 3000 ans avant Jésus-Christ. En neurologie, en dermatologie, en ORL, en gynéco ou encore en traumatologie, l'acupuncture est utilisée comme un traitement complémentaire. Au Sénégal, l'hôpital de Pékin fait partie des rares établissements sanitaires où l'on pratique la méthode grâce à la coopération sino-sénégalaise. Le service de kinésithérapie reçoit en moyenne 10 patients par jour, souffrant pour la plupart des séquelles d'AVC ou d'accidents suivis de traumatisme. Après la séance, au bout d'une heure, vous vous sentez bien. J'ai commencé ma 5e séance, mais ça va. Je sais que quand j'arrivais ici, j'avais beaucoup de problèmes. Je ne marchais pas. Les membres avaient de vrais problèmes, mais Dieu merci. Ça va très bien. Je marche sans béquille, n'est-ce pas? Et le bras aussi répond. À côté de l'acupuncture, une autre méthode traditionnelle chinoise est proposée aux patients, la ventouse. Elle aussi vise à redonner l'équilibre physique et psychologique aux malades. La ventouse est une méthode de traitement traditionnel qui existe depuis plusieurs années. Et là, le médecin sénégalais l'a appris en Chine, où il a été en formation pendant 3 mois. C'est une méthode qui essaie d'améliorer la circulation intérieure, qui essaie aussi d'évacuer les éléments toxiques et le froid, qui cause énormément de problèmes. Depuis 2007, l'hôpital de Pékin a accueilli 4 missions de coopérants chinois. Présentement au nombre de 13, ces médecins chinois interviennent dans tous les services de soins. Malgré la barrière linguistique, ces équipes chinoises se sont bien intégrées. L'actualité internationale en bref et en images. En Afrique du Sud, des mineurs sont encore sous terre après l'effondrement de la mine d'or où ils travaillaient illégalement. En Espagne, 50 migrants clandestins sont entrés dans l'enclave de Melilla après un assaut contre les forces de l'ordre. Nous commençons par ce détournement d'un avion de la compagnie éthiopienne.
Détournement sur Genève en Suisse d'un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Le Boeing 767 assurait la liaison Addis Abeba en Éthiopie, Rome en Italie. Cet acte de piraterie porte la signature du copilote de l'appareil et s'est rendu à la police. Le copilote pirate est né en 1983. Il est d'origine éthiopienne. Son acte est motivé par le fait qu'il dit se sentir menacé dans son pays et vouloir déposer une demande d'asile en Suisse. L'avion, toujours stationné sur une voie de dégagement en bout de piste à l'aéroport de Genève, avait à son bord 202 passagers et membres d'équipage. Tous sont sains et saufs. Entrée depuis le Maroc d'une cinquantaine d'immigrants subsahariens dans l'enclave espagnole de Melilla. C'est à la suite d'un assaut lancé par 200 clandestins contre la frontière, marqué par un triple grillage de 7 mètres de haut. Les 50 migrants qui sont parvenus à fouler le sol de Melilla ont été pris en charge par les autorités d'Espagne. Un nombre indéterminé de personnes demeurent ce lundi sous terre dans une mine d'or désaffectée proche de Johannesburg, en Afrique du Sud. Il s'agit de mineurs clandestins qui refusent de regagner la surface, bien que la voie de sortie soit libre. Ils redoutent d'être arrêtés par la police et déférés devant le juge pour activité minière illégale. Depuis dimanche, 12 mineurs illégaux seulement ont accepté de sortir de la mine. Nous en venons au sport. Ligue 1 football, première défaite du port autonome de Dakar. Les portuaires sont tombés devant l'Olympique de Ngor, 1-0. Ngor met fin ainsi à l'invincibilité du leader du championnat, une manière pour eux aussi de renouer avec la victoire après 3 journées sans succès. Synthèse Monsourceau. Une bouffée d'oxygène pour l'Olympique de Ngor. Après 3 journées de traversée du désert, les Olympiens voient enfin le bout du tunnel. Avec cette victoire, belle victoire devant un port leader invaincu depuis le début du championnat. Aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est une victoire qui est venue à son heure. On avait vraiment soif de voir aujourd'hui l'équipe de Ngor gagner ce match-là. On l'a gagné, c'est vrai, certes, dans des conditions difficiles parce qu'on n'a pas bien joué. Mais c'est la victoire compte, donc on s'en réjouit vraiment pour le reste du parcours. Le vent glacial qui souffle dans le stade de l'Olympique de Ngor présageait un match amorphe. Au bout du compte, les 22 acteurs ont livré un duel épique. D'abord, ce sont les Olympiens qui se signalent dès la 19e minute de jeu. Suite à un corner mal négocié par le portier Yankoba Diatta, Ngor ouvre le score. Les portières ne se laissent pas abattre à 1 minute de la pause. Il manque de peu. L'égalisation. De retour des vestiaires avec un vent qui leur est favorable, les rouges-blancs du port reprennent d'assaut le camp adverse et multiplient les occasions. Ngor subit, mais résiste et laisse passer l'orage. Dans les arrêts de jeu, les Ngora auraient pu corser l'addition. Avec cette seconde bourde du gardien des portuaires, 1-0 au terme du temps réglementaire. C'est une défaite un peu amère, quoi. Parce que c'est un match que nous avons maîtrisé début jusqu'à la fin. C'est comme si on avait joué à Demba Diop parce que nous avons dominé pendant tout le match. L'adversaire n'a pas concédé beaucoup d'occasions, à part les deux erreurs de notre gardien de but, Yankuba en premier mi-temps. Il a glissé sur le corner que l'attaquant Lamine Mané a tiré. La dernière occasion de l'équipe de Ngor, c'est aussi à la fin. Nous avons créé beaucoup d'occasions de but, mais on a confondu vitesse et précipitation. Première défaite après 9 journées de championnat et les sans conséquences pour le moment. Un port reste leader de la Ligue 1. Mansour Sow, l'ASC Piquet n'a pas su profiter de cette défaite du port en déplacement hier au stade Demba Diop. Les Piquinois ont été battus par l'Union sportive de Ouakam sur la marque d'1-0. Le coach piquinois est d'avis qu'il faudra tirer les enseignements de cette première défaite de la saison. Voici Alassane Dia au micro de Abdul Aziz Ban. On a encaissé très tôt un but, on a eu le ballon le plus souvent possible, mais on n'a pas su en profiter. On n'a pas scoré. Ce n'est pas faute d'avoir eu des occasions, mais ça démontre encore une fois qu'il y a une certaine inefficacité. Et bon, et que donc en face aussi, on a bien géré après avoir scoré. On a un peu trop bien géré à mon avis, parce que quand même il y a eu
énormément d'arrêts de jeu qui ont été provoqués simplement par des joueurs, excusez-moi du terme, mais bon, qui réellement n'étaient pas blessés. Mais bon, c'est de bonne guerre aussi. Je pense que c'est à nous de tirer les enseignements un peu de cette première défaite. Chaque fois on a été mené, cette fois-ci on a été mené, on n'a pas su revenir. Mais c'est aussi ça les obstacles dans un championnat. Et que donc il faut tirer les enseignements et puis voilà, rebondir très vite. Football toujours, match amical des Lions du Sénégal, date FIFA, c'est le 5 mars prochain à Paris. L'adversaire du Sénégal, le Mali, aux dernières nouvelles. La Fédération française de football a délégué le trio arbitral. L'information a été rendue publique par le président de la Fédération sénégalaise. Du côté sénégalais, les fédéraux et les agents du ministère des Sports sont à la confection du budget. Maître Augustin Senghor est au micro de Dahaba. A priori, je pense qu'ils nous ont demandé de leur donner les factures pro forma, puisque le budget a été déposé depuis assez longtemps. Donc que ce soit l'hébergement, les factures pour l'organisation, tout ça, on leur fera parvenir ça dans la semaine. Et en principe, je pense que s'agissant d'une date importante pour l'équipe nationale, donc la tutelle est dans les bonnes dispositions, comme ils ont eu l'habitude de le faire, pour nous accompagner. Pour le reste, sur le plan des démarches, les choses avancent. Nous avons des informations qui nous permettent d'espérer que rien ne s'opposera à ce que ce match se joue, puisque, semble-t-il, la Fédération française a déjà désigné donc les arbitres internationaux qui doivent officier pour ce match, ce qui implicitement induit qu'elle est certainement d'accord pour qu'on puisse jouer ce match-là le 5. Donc nous attendons toutefois, pour être prudents, la confirmation officielle qui ne nous est pas encore parvenue, mais je pense que nous espérons que ça ne saurait tarder. Les Benjamins du Barça de Keur Momar ont remporté la 9e édition de la Coupe du directeur de la télévision nationale. Ils ont battu Marzinspor 4 tirs à but à 1. Donc à la fin du temps réglementaire, 1 but partout. La finale a été âprement disputée devant un public venu nombreux. Compte rendu Omar Baldé. Le capitaine du Barça de Keur Massar brandit le trophée du directeur de la télévision nationale. Les Benjamins de la banlieue ont battu Mazlinspor 4 tirs à 1 à l'issue des tirs au but. Pas de round d'observation. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Mazlinspor se signalent. Les Verts pressent leurs adversaires. Ils mettent les pieds sur le ballon. Leur domination est récompensée. À la réception d'un coup franc bien exécuté, le jeune attaquant fait une remise. Le reste se passe de commentaires. Ibrahim Djogou ouvre le score à la 13e minute. Au retour des vestiaires, le Barça de Keur Massar se rebiffe. Les banlieusards tentent de refaire le retard. Celui-ci s'alourdit de peu, mais Cheikh Toum rate le pénalty des Verts. Les Rouges maintiennent la pression. À la 34e minute, Idi Diallo égalise. Fin du temps réglementaire, un but partout. Place au tir au but pour départager les deux équipes. Plus à droite, les Rouges remportent la partie. Score final 4 tirs à 1. Nous avons raté beaucoup de passes, mais aussi les joueurs de l'équipe adverse sont plus forts physiquement. Il y a aussi le vent qui nous a joué un mauvais tour. J'encourage mes coéquipiers à persévérer. La prochaine fois sera la bonne. J'encourage nos adversaires et je félicite mes partenaires. Depuis notre victoire en demi-finale, nous avons continué à bien nous entraîner. La finale a été placée sous le parrainage du directeur de la télévision nationale. Les efforts de la RTS pour la promotion de la petite catégorie sont magnifiés. Surtout dans la catégorie de l'âge des enfants. Et de faire un travail inlassable d'éducation, de faire scolariser les enfants qui ne sont pas scolarisés. Et des activités de ce genre-là, vraiment nous rendons un vivant hommage à M. Tidiane Barry qui était nouvellement installé au niveau de la tête de la télévision. Un grand chapeau à la RTS. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Voilà, 4 tirs au but à 1 en faveur donc du Barça. Le Barça qui rencontrait Marzinspor, donc match comptant pour la coupe du directeur de la télévision nationale. En plus bref, pétanque, 5e édition de la coupe du maire de Diourbel qui a été remportée par la triplette du Sénégal aux dépens des
Mauritaniens 11-7. Les boulistes se retrouvent dimanche à Fatick pour un concours international doté de la coupe du directeur général du port. Et nous terminons avec la paroisse des martyrs de l'Ouganda, qui a vibré au rythme des sonorités musicales de grands compositeurs classiques. C'était à l'occasion de la célébration des noces d'argent de la chorale Daniel Brottier sous le sceau de l'intégration africaine. Les choristes ont tenu en haleine leur public, nous dit Philomène Constance Diagne. Ce sont des chœurs datant du XVIe et XVIIe siècle qui ont été produits devant un public venu nombreux pour l'occasion. Du Laudate Dominum de Mozart au Magnificat de Johann Pachelbel, en passant par Alléluia de Georges Friedrich Händel, on se croirait presque dans les chapelles de la Sainte Cité du Vatican. Je suis fier de mes filles parce qu'ils m'ont bluffé ce soir. La partie classique a été formidable. Et c'est la preuve que c'est le fruit d'un long travail. Sous la direction de grands maestros, ces jeunes choristes maintiennent le flambeau. Après 25 ans au service de l'Église, la chorale Daniel Brottier renforce la foi des fidèles à travers le chant choral. Moi, je suis à ma 9e année et ça m'a fait très plaisir de rencontrer les aînés de la chorale Daniel Brottier et de partager le dernier chant, donc le chant de Händel, Alléluia Händel, que tout le monde connaît. Et j'espère que nos enfants aussi viendront un jour, nous remplaceront et chanteront avec nous, comme on a fait avec nos aînés. La jeunesse de la chorale, il tient bon, parce qu'aller voir chanter, vraiment ça rassure. Vraiment ça rassure. La discipline est toujours là, c'est la première des choses. Et le travail se fait en entier, il n'y a pas de demi-mesure. Ces noces d'argent sont célébrées sous le thème de l'intégration. La raison, elle est simple, la chorale est composée de beaucoup de nationalités. C'est une chorale qui a connu énormément de nationalités, des personnes venues de un peu partout du monde, surtout de l'Afrique, notamment l'Afrique centrale. Alors donc, avec leur rapport culturel, ça a permis à ce que la chorale puisse diversifier et, en plus du divin, mettre de la culture africaine dans ce qu'ils font. Du classique, mais aussi du traditionnel, accompagné de solistes aux voix de rossignol. Une belle manière de rendre grâce à Dieu pour un quart de siècle d'existence. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Pourquoi choisir une offre parmi tant d'autres quand vous pouvez toutes les avoir? Et oui, à la Banque Atlantique, avec nos offres packagées, vous pouvez tout combiner en une seule offre. Fonctionnaire d'État, avec Atlantic Admin, profitez de compte chèque, carte Visa et de découvert. Et pour les professionnels, avec Atlantic Pro, profitez d'un compte chèque, de financement de projet et de crédit d'installation. Quant aux salariés du privé, avec Atlantic Salary, profitez de compte chèque, compte d'épargne et de crédit. Avec les offres packagées de la Banque Atlantique, bénéficiez d'une multitude de privilèges. Banque Atlantique, faite pour vous. Vite abonné yu bari di gën di connecté wu internet ak 3G+ bu Tigo bu
bees bi du rek ndax dañuy gën di mën a posté cate wala sax gën di mën a ree dafa fekk dañuy mën a nekk ak seeni xarit fu ñu mënti dem. jaay ma benn biir. bu leen xaarati dem leen léegi Tigo ngir mën a am weeru lëmm connexion internet boo leen dul fay dara jëfandiku leen Tigo 3G+ ngir mën a nekk ak seeni xarit saa su ne. Souriez, vous avez Tigo. BMW série 6 dong la gëj leen gaaw benn BMW série 6 yónnee leen gaaw par SMS BMW ci 26 666 chaque jour ngeen gagné ay enveloppe bu 25 000 francs ay enveloppe bu 50 000 francs ay enveloppe bu 100 000 francs ki ëppale lu mu joué ci semaine bi gagné chaque semaine 500 000 francs ak yeneen i loo yu dul jeex yónnee leen gaaw BMW ci 26 666 pour ñu ànd ci ak Carrefour automobile représentant BMW, NCA Assurance, Vivo Énergie Sénégal, Shell, Banque Régionale des Marchés, yónnee leen gaaw BMW ci 26 666 chaque semaine ngeen gagné ay loo tirage bi ci kanamu huissier Pomi Lonase ànd na ci. Quiconque disait que la démocratie pouvait prospérer un jour en Afrique, qui vienne au Sénégal. Le Sénégal est désormais un modèle en Afrique et dans le monde. Ceci constitue le fil directeur de notre argumentaire. Et nous nous efforcerons tout au long de nos développements de le doter autant que faire se peut du sceau de la scientificité afin que votre adhésion à l'affirmation que nous défendons ce soir soit totale et indéniable. Au patronage de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sous la présidence effective de M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, sous la présence de Mme Inge Brouwer, directrice PAM Pays, le ministère de l'Éducation nationale organise le premier forum international sur l'alimentation scolaire les 18 et 19 février 2014 au King Fahd Palace.